Merci beaucoup. Voilà, chers collègues, beste collega's, ik stel voor om te beginnen. Je vous souhaite tout d'abord mes meilleurs vœux pour l'année nouvelle qui commence. Je vous la souhaite enthousiasmante et pleine de projets et surtout du succès dans ces projets. Alors, nous accueillons avec grand plaisir Monsieur le commissaire européen Didier Reynders, une nouvelle fois au sein de notre comité fédéral d'avis chargé des questions européennes. Nous souhaitons aussi la bienvenue aux collègues de la Commission de la Justice, s'ils nous ont rejoints. Dans son rapport 22, la Commission européenne passe en revue les évolutions dans les différents domaines liés à l'état de droit dans l'Union européenne et la publication de ce troisième rapport évoque, bien entendu, on ne s'est pas passé outre l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la pression exercée par ce conflit sur le droit international et toujours la question des droits de l'homme. Comme les années précédentes, le rapport 22 comporte des évaluations par pays et pour la première fois reprend des recommandations qui visent à soutenir les États membres dans leurs réformes. Pour chez nous, pour la Belgique, la Commission européenne recommande entre autres de poursuivre les mesures visant à fournir des ressources humaines et financières suffisantes au système de justice, d'achever la réforme législative sur le lobbying et renforcer le cadre d'intégrité ainsi que le cadre régissant l'accès aux documents officiels. Je voudrais tout de suite, après cette brève introduction et mise en bouche, je voudrais tout de suite passer la parole à Monsieur le commissaire européen pour son exposé que nous poursuivrons par un échange de vues comme de tradition, mais vous en êtes habitués. Merci, Monsieur Reynders. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, geachte parlementsleden. Je voudrais à mon tour vous souhaiter une excellente année 2023, puisque ça devient une tradition maintenant de venir vous présenter le rapport sur l'état de droit chaque année. Nous travaillons déjà sur la 4e édition, mais je viens quand même moins souvent dans cette salle que par le passé. Je suis venu plus souvent à une autre époque, donc je profite de cette occasion pour vous présenter mes meilleurs vœux et vous remercier à nouveau de m'avoir invité pour un nouvel échange de vues sur le 3e rapport annuel sur l'état de droit. Et vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, ce rapport, pour la première fois, contient des recommandations. C'est une nouveauté qui était d'ailleurs demandée par un certain nombre d'acteurs en la matière, en ce compris d'ailleurs le Parlement européen. Et vous le savez, l'état de droit est un des fondements de l'Union européenne. Et je sais que depuis le début de nos travaux, nous pouvons compter sur le soutien actif de la Belgique, en ce compris de votre Parlement, pour promouvoir cette valeur essentielle. Vous l'avez rappelé aussi dans votre introduction, c'est une valeur que nous tentons de remettre d'autant plus à l'avant-plan dans une période où un conflit armé a de nouveau perturbé le continent européen avec cette agression russe en Ukraine, qui a été condamnée dès le départ, et vous connaissez les mesures qui ont été prises pour soutenir nos amis ukrainiens dans leur lutte pour récupérer leur souveraineté complète et l'intégralité aussi de leur territoire, donc l'intégrité de ce territoire. Mais ici, je voudrais me concentrer évidemment sur le rapport sur l'état de droit. Et dans cette recherche d'une démarche favorable à l'état de droit, le rapport joue un rôle tout à fait particulier. Net op zich speelt het verslag over de rechtsstaat een belangrijke rol. Zoals jullie weten is dat verslag ingericht als een jaarlijks proces waarin de Europese Commissie de situatie van de rechtsstaat in alle lidstaten evalueert. Het derde verslag werd afgelopen juli gepubliceerd. Het focust zich opnieuw op 4 elementen. De onafhankelijkheid, kwaliteit en efficiëntie van justitie, het kader omtrent corruptiebestrijding, mediapluriformiteit en vrijheid en andere institutionele kwesties of checks and balances. Deze derde editie bevat ook voor het eerst, heb ik gezegd, aanbevelingen gericht aan alle lidstaten. Het doel van deze aanbevelingen is om de lidstaten te steunen in hun inspanningen om hervormingen door te voeren. We discussiëren samen met de lidstaten over de nodige hervormingen, zowel op politiek als op administratief niveau.
En we analyseren hoe de lidstaat onze aanbevelingen opvolgen. Het verslag is gebaseerd op de beoordeling van de commissie op basis van verschillende bronnen, maar het is eerst en vooral een analyse van de commissie. En het resultaat, dus ons verslag, is de positie van de commissie, het standpunt van de commissie. We kregen opnieuw dit jaar schriftelijke bijdragen van de lidstaten, als meer dan 200 bijdragen van andere stakeholders. De commissie heeft ook virtueel landenbezoeken gehouden met meer dan 500 nationale autoriteiten, maar ook onafhankelijke instituties en stakeholders in alle lidstaten. De façon générale, cette troisième édition du rapport montre que les États membres sont capables de réaliser des progrès en matière d'état de droit. Toutefois, il montre également que ces progrès ont été inégaux et qu'il y a de graves préoccupations dans certains États membres, des préoccupations que je qualifierais de systémiques, en particulier en Pologne et en Hongrie, on y reviendra si vous le souhaitez, mais qui donnent lieu alors à l'utilisation d'autres instruments au-delà même du rapport sur l'état de droit, et nous mettons en œuvre ces différents instruments. Je souhaiterais ici me concentrer dans une brève introduction sur les évolutions relatives à la situation en Belgique. En ce qui concerne la justice, tout d'abord, le rapport 2022 sur l'état de droit note qu'en matière de qualité de la justice, il reste nécessaire d'améliorer le niveau de numérisation du système judiciaire. Comme vous le savez, des initiatives sont en cours à cet égard, comme la création d'un registre numérique centralisé des décisions judiciaires. En outre, la Belgique s'est engagée à mettre en œuvre un certain nombre de réformes en matière de numérisation de la justice dans le cadre de son plan national de relance. Renforcer la numérisation devrait également faciliter la collecte de données fiables sur l'efficacité de la justice, ce qui reste un point d'attention important pour la Belgique. J'insiste vraiment sur ce point parce que notamment lorsque la Commission établit son tableau annuel de la justice, le Justice Scoreboard, nous devons régulièrement souligner ce manque de données en ce qui concerne l'efficacité du système judiciaire belge. C'est très difficile de donner une appréciation ou de publier simplement des informations si nous n'arrivons pas à collecter ces données. Donc cet aspect de numérisation est un aspect important aussi pour les comparaisons que nous faisons entre les systèmes judiciaires européens. Par ailleurs, le manque de ressources humaines et financières reste problématique dans le monde judiciaire, même si des investissements sont engagés pour tenter de répondre aux défis en la matière. J'ai eu l'occasion de voir les efforts réalisés budget après budget, surtout ces 2 dernières années, en ce qui concerne l'évolution des moyens financiers dédicacés au secteur de la justice. C'est aussi l'une de nos recommandations aux autorités belges. Poursuivre les mesures visant à fournir des ressources humaines et financières suffisantes au système de justice dans son ensemble. Concernant alors la lutte contre la corruption, le deuxième pilier du rapport, nous constatons que malgré les ressources limitées dont dispose la police, le ministère public et le pouvoir judiciaire, des affaires de corruption à haut niveau font l'objet d'enquêtes approfondies. En ce qui concerne la prévention de la corruption, il est selon nous nécessaire de renforcer le cadre d'intégrité, conformément aux recommandations du GRECO. Vous savez que nous travaillons régulièrement avec les différentes instances du Conseil de l'Europe, la Commission de Venise pour un certain nombre de réformes, mais le GRECO aussi en cette matière. En particulier, un code de conduite devrait s'appliquer aux membres des cabinets ministériels. Il conviendrait également de prévoir des règles claires sur ce que l'on appelle le pantouflage, les revolving doors, pour les ministres et leurs cabinets, ainsi que de renforcer les règles relatives aux cadeaux et autres avantages pour les membres du gouvernement et du Parlement. La réforme législative sur le lobbying qui a commencé devrait être menée à son terme et inclure notamment un registre de transparence qui concernerait les députés et les membres du gouvernement. Cet aspect est essentiel pour garantir la transparence de la prise de décision et fait également l'objet d'une recommandation dans le rapport. De pluriformiteit van de media blijft gewaarborgd in België dankzij het sterk wettelijke kader en de onafhankelijke mediaregulatoren. De autonomie en de onpartijdigheid van de openbaar media's
worden gegarandeerd door specifiek waarborgen. Het is noodzakelijk om het kader voor toegang tot officieel document te versterken. Dit door de procedures voor het indienen van verzoek en het aantekenen van beroep te verbeteren en door de gronden voor afwijzing te beperken. Journalisten worden online en offline steeds vaker bedreigd, zowel fysiek als verbaal. Dat is een algemeen trend in de Europese Unie en we merken het ook in België. Dus het is ook een element en ik moet bevestigen dat is een zeer algemene trend in de Europese Unie en dus we hebben ook meer in het algemeen aan bevelingen gestuurd aan alle lidstaten voor wat een aantal mogelijke maatregelen voor een echte bescherming van de journalist in zo'n aantal gevallen. Maar bon, het is een algemene trend, maar we merken het ook op in België. Sporadisch wordt melding gemaakt van inbeslagneming en wissing van journalistiek materiaal door de politie. Maar recente rechtspraak heeft duidelijkheid gebracht over de mogelijkheid voor journalisten om politieinterventies te filmen en voor rechtbanken om sterke juridisch waarborgen te handhaven. Wat betreft de vierde hoofdstuk, het evenwicht tussen machten, waarin het parlement een belangrijke rol speelt, zien we dat zowel de Raad van State en het grondwettelijke Hof geconfronteerd zijn met een aantal uitdagingen op het gebied van middelen. Dat is ook het geval voor andere onafhankelijke instellingen die een belangrijke rol spelen in het systeem van controle en waarborgen. Er worden echter stappen ondernomen om dit probleem aan te pakken. Je voudrais confirmer que dans ce quatrième chapitre, nous abordons de plus en plus la situation des organisations de la société civile, des organisations non gouvernementales, pour voir quel est l'espace réservé à cette société civile. Et dans le domaine qui est plus particulièrement le mien, celui de la protection des données, nous veillons aussi, vous le savez, à regarder comment le règlement général sur la protection des données est appliqué avec une protection des droits individuels qui y sont liés. Dames en heren, net als bij de vorige edities van het verslag wil de commissie een uitgebreid debat voeren, zowel op Europees als op nationaal niveau. Het verslag is de afgelopen 3 jaar een uitgangspunt geweest voor de Europese instellingen en de lidstaten om de rechtsstaat te versterken. Au niveau ministériel, des échanges politiques ont lieu régulièrement au sein du Conseil Affaires Générales, notamment sous forme d'une peer review. Nous allons d'ailleurs terminer sous présidence suédoise lors de ce premier semestre le tour des 27 États membres qui ont déjà fait l'objet d'une analyse 5 par 5 à l'occasion de chacune des présidences successives de l'Union européenne. Les échanges sont également réguliers au sein du Parlement européen et j'échange évidemment fréquemment avec des parlements nationaux comme nous le faisons aujourd'hui. Mais nous avons aussi lancé, à propos de ce 3e rapport, une série de dialogues avec la société civile nationale. Le premier échange de ce type a d'ailleurs eu lieu avec des acteurs belges du monde de la justice et de la lutte contre la corruption. Nous avons poursuivi le même processus à propos de l'Allemagne dans des rencontres à Berlin et nous allons continuer ce débat aussi avec la société civile qui reste un acteur particulièrement important des travaux que nous menons en matière de protection et de promotion de l'état de droit. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je vous remercie évidemment de votre attention. Je vais tenter de ne pas être trop long sur la présentation du rapport qui est à votre disposition depuis le mois de juillet et je suis évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions ou entendre vos observations concernant peut-être en particulier la situation de la Belgique, mais bien entendu, si vous avez d'autres questions à soulever, j'y répondrai également volontiers. Dank u. Dank u wel, meneer Renders. Wij beginnen met, as usual, mevrouw Van Bossuyt.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel ook, meneer de Europese commissaris. En eerst en vooral ook van mijn kant de allerbeste wensen voor iedereen hier aanwezig. Het wordt ongetwijfeld alweer een heel boeiend jaar. Daar ben ik van overtuigd. Over het rapport, meneer de commissaris. Ik zou graag over twee delen een aantal vragen stellen. Enerzijds over Polen en Hongarije en anderzijds dan specifiek wat België betreft. U gaf zelf aan dat het rapport dateert van juli 2022. We weten allemaal dat er ondertussen toch wel heel wat gebeurd is, ook in Polen en Hongarije. We kennen allemaal de geschiedenis rond de conditionaliteitsmechanisme, het Europees Herstelfonds en de andere voorwaarden die daar opgelegd zijn, waarbij dat er toch bepaalde toegevingen van Hongarije, is misschien veel gezegd, maar dat er toch ergens een compromis gevonden is tussen de Europese Unie enerzijds en Hongarije anderzijds. Dus mijn vraag is, hoe evalueert u zelf de evolutie onder meer in Hongarije sinds het uitkomen van het rapport in juli? We weten dat Hongarije de financiële duimschroeven aangedraaid krijgt. Trouwens terecht, denk ik, dat daar hoge eisen worden gesteld. Het Europees geld mag niet zomaar rondgestrooid worden. Het is nog altijd belastingsgeld. Anderzijds kunnen we natuurlijk niet onder stoelen of banken of wegkijken van het feit dat er ook in Hongarije een diepe financiële crisis en ook een torenhoge inflatie is, waar natuurlijk ook de bevolking in de eerste plaats een slachtoffer van is. Maar dus in het algemeen, hoe ziet u de evolutie in Hongarije sinds het uitkomen van het rapport in juli? En eigenlijk geldt mijnzelfde vraag over Polen. Want ook in Polen zijn er ondertussen toch enkele hervormingen aangekondigd, onder andere in verband met het Hoge Rechtshof. Polen heeft ook een procedure aangespannen tegen de 1 miljoen euro boete die zij dagelijks verschuldigd zijn, zolang dat de hervormingen niet zijn doorgevoerd. Dus stel, en ik weet het, als politicus mocht je niet op hypothetische vragen antwoorden, maar bon, ik ga ze toch stellen. Dus Polen voert de hervormingen effectief door. Wat zou er dan eventueel kunnen gebeuren met de intussen al opgelopen boete van dagelijks 1 miljoen? Zou er bijvoorbeeld een optie zijn dat die niet zou verschuldigd zijn aan de Europese Unie? Enfin, het is een vraag. Dus dat wat Polen en Hongarije betreft. En dan specifiek wat België betreft. Het valt ons op dat een van de parameters die jullie gebruiken in het landenrapport om een oordeel te vellen over de landen is efficiëntie. Nu, efficiëntie, als partij kunnen wij dat alleen natuurlijk maar toejuichen dat efficiëntie een parameter is. Alleen is de vraag, op welke manier wordt die efficiëntie dan effectief ingevuld? En ik zal mij verduidelijken, bijvoorbeeld. Het is inderdaad zo dat er extra budget in justitie wordt geïnvesteerd, maar de Europese Commissie kijkt dan niet de stap verder, namelijk op welke manier wordt dat extra budget dan aangewend. En het is daar dat volgens ons het schoentje wringt, dat volgens ons niet gericht genoeg gebeurt, die aanwending, en dat daar de Europese Commissie naar onze mening niet ver genoeg kijkt. Dus we zien trouwens hetzelfde met een recidive monitor, een echte werkklasmeting bij de parketten en zo. Dat wordt allemaal aangekondigd. Dus jullie zeggen, dat is heel goed. Maar bon, het blijft bij aankondigingspolitiek, want we zien het ook allemaal nog niet in de praktijk. Dus de vraag is, waarom wordt er dan niet een stap verder gekeken? Want ja, en dan kom ik eigenlijk een beetje terug op Polen. Polen kondigt nu aan dat. De vraag is dat voldoende voor de Europese Commissie? Of kijken jullie ook daar naar de effectieve implementatie? Dus dat is een eerste vraag. Eigenlijk twee vragen. Dus de invulling van de parameter en dan de aankondigingspolitiek.
Dan een derde vraag dan is in verband met de volksraadpleging die in België gehouden is over de staatshervorming. Er is heel veel geld naartoe gevloeid hier in België. Elke burger kon zijn mening geven over hoe dat de staatshervorming hier in België er zou moeten uitzien. En wij zien dat eigenlijk al 2 jaar lang die volksraadpleging door de Europese Commissie als een pluspunt wordt aangehaald. Ik vind dat heel bijzonder, want als er nu iets is waar heel veel kritiek op is gekomen, ook in België, trouwens ook door de bevoegde ministers en zelfs de professoren die hebben meegewerkt aan het onderzoek, hebben gezegd van ja, het was misschien toch niet zo goed als wat we verwacht hadden. Er is daar 2,5 miljoen naartoe gegaan en daarna nog een keer 3 miljoen naar de campagne die er achteraf aan verbonden is. Dus de resultaten trouwens daarvan zijn nog altijd niet bekend. Die zouden deze maand gepubliceerd worden. Ons lijkt dan bijvoorbeeld opnieuw dat de commissie hier weinig kritisch tegenover is. Als je een beetje weet wat er hier in België leeft daar rond, dan zouden wij dat niet als een pluspunt gaan aanmelden. Dus kan u daar iets meer over zeggen? Dan wat de vermogens- en mandatenaangifte van parlementairen betreft. In ons land gebeurt dat op 3 verschillende manieren. Ook wat er onder parlementaire vergoeding moet verstaan worden, wordt op 3 verschillende manieren aangewend. Dus de vraag is op welke manier kunnen die dan met elkaar vergeleken worden, bij wijze van spreken? Op welke manier of op welke wijze is dat dan nog transparant om beiden of die 3 te gaan vergelijken. Dan over Qatargate. Ja, we weten allemaal, zet de Europese Unie toch voor een stuk op haar kop. De vraag is op welke wijze dat Qatargate ook voor jullie invloed zal hebben op de toekomstige rapporten rond de rechtsstaat die jullie zullen publiceren. En dan mijn laatste vraag heeft misschien niet direct betrekking op het rapport rond de rechtsstaat, maar wel rond een ander belangrijk initiatief dat toch ook met de rechtsstaat te maken heeft en waar u het initiatief rond heeft genomen. En dat is over de uitbreiding van de lijst van Europese misdrijven, waar u onder andere haatspraak onder wil opnemen. Ik hoorde nu heel terecht trouwens zorgen maken over de manier waarop dat journalisten benaderd worden en zo verder enzovoort. Nu, wij maken ons zorgen over wat u dan als haatspraak gaat zien. U bent een liberaal, meneer de commissaris. Ik denk als liberaal vrije meningsuiting heel belangrijk is voor u. En ik denk dat we een mening heel chockerend kunnen vinden. Heel laag bij de grond, weet ik veel wat. Maar ik denk dat een mening, ook al hebben we ze niet graag, horen we ze niet graag, maar dat het belangrijk is dat ze geuit kan worden, waardoor dat je ook tegenargumenten kan geven tegen een mening en gewoon die mening verbieden. Want haatspraak zou dan een Europees misdrijf worden. Wat is dan haat? Iemand die misschien niet graag hoort dat iemand kritiek geeft op u, is dat dan haat? Ik denk dat aanzetten tot geweld, dat is inderdaad de rode lijn, maar wat is haatspraak? Ik denk vrije meningsuiting, een heel belangrijke pijler van de rechtsstaat. En u wil daar een Europees misdrijf van maken. Mijn vraag is, hoe ver staat u met het initiatief daar rond en staat u daar nog altijd achter? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van Bossuyt. Pour Ecolo, madame Reikmans. Si je peux, Madame la Présidente, je parlerai très courtement du rapport européen et mes collègues de la Belgique, c'est possible? Vous avez 5 minutes, c'est-à-dire 2 minutes et demie chacun. Oui. Alors, 1 minute pour moi, pour les questions européennes. Monsieur le commissaire, merci d'abord de votre présentation et des 2 rapports. C'est seulement une petite partie du chapitre, finalement, du rapport sur la situation, non pas des pays, mais de l'Union européenne et l'état de droit de manière générale. Une question similaire, sur les mêmes pays que celle de ma collègue, sur la Hongrie et la Pologne. Quelle est l'évolution de la situation récemment? On sait que la guerre en Ukraine a quelque peu changé la donne, a rendu certaines positions différentes. En tout cas, on a vu encore récemment des décisions de blocage à la fois de l'aide européenne par la Hongrie, levée heureusement, mais en parallèle à ça, avec certains allègements par rapport aux procédures lancées contre ces 2 pays. Donc je voulais quand
quand même avoir les derniers effets, votre analyse sur le rôle joué finalement par la guerre pour permettre ou pour tenter d'éviter ces condamnations en termes d'état de droit. Et deuxième question, évidemment, l'actualité nous y oblige, et vous vous en doutez, c'est évidemment sur le Qatargate, et donc sur la mise en œuvre et sur la manière dont la Commission et le Conseil entendent mettre en œuvre les recommandations qui existent, je pense, depuis 2016 de la part du groupe des Verts sur les obligations de rendre compte en toute transparence dans le registre des lobbies et de dénoncer tous les faits de corruption. Donc il y avait là des avancées qui ne sont pour l'instant pas suffisamment, dans le cadre général, on l'a vu, qui ne sont pas suffisamment renforcées, obligatoires. Et donc je voulais avoir votre point de vue sur le travail qui est maintenant sur la table à ce sujet. Madame Hugon. Merci Madame la Présidente et merci Monsieur le Commissaire pour cette présentation et votre venue aujourd'hui. Moi, je fais partie de la Commission de la Justice, donc je ne suis pas habituellement là, mais je suis ravie d'être là aujourd'hui et je vais également aller très rapidement et pointer quelques petites choses. Vous mentionnez la transaction pénale, y compris la transaction pénale élargie. Vous mentionnez que selon les services répressifs, c'est considéré comme un élément positif, notamment en matière de lutte contre la corruption. Vous mentionnez également que le Collège des procureurs généraux a mené une évaluation des règles en vigueur. Et je voulais peut-être souligner qu'à la demande des écologistes, un audit plus en profondeur est actuellement en cours. Il a été confié au Conseil supérieur de la justice. C'est une demande de longue date de notre part parce que si on comprend bien que ça peut permettre de résoudre certaines affaires, nous sommes quand même très préoccupés sur l'aspect justice de classe que ça induit. Et donc, je voulais vous demander si vous pouviez être d'accord que c'était malgré tout une bonne chose de procéder à un audit approfondi en la matière, même si les services répressifs pensent que c'est bien pratique pour eux de pouvoir avoir recours à cela. On a eu des chiffres qui montraient qu'en 11 ans, il y a plus d'1 milliard d'euros de transactions pénales qui ont pu être réalisées, 1530 affaires. Ce sont des chiffres importants. C'était important pour nous que ça puisse être vraiment bien analysé. La deuxième chose concerne les procédures bâillons qui seraient en augmentation. C'est bien sûr préoccupant, même si c'est rassurant que dans le rapport belge, le rapport met en exergue que les balises semblent quand même bien tenir le coup et qu'on peut avoir confiance dans le système judiciaire pour préserver les journalistes. Nous avons déposé des propositions de révision de la Constitution, articles 25 et 150, qui d'une part protègent tous les journalistes et non plus la presse écrite en matière d'interdiction de la censure, mais également qui retirent certains délits de presse à la cour d'assises, ce dont certains journalistes se sont inquiétés. Et donc je voulais souligner que si ça devait aboutir, des garanties supplémentaires pourraient certainement être mises en place justement pour éviter le risque de procédures abusives à l'égard des journalistes. Et alors, une dernière question qui concerne les équilibres entre les pouvoirs en Belgique. En décembre dernier, la Ligue des droits humains a porté plainte auprès de la Commission européenne et vous a, je pense, contacté par rapport au respect des décisions de justice par l'exécutif fédéral en matière d'asile. Et donc, je voulais savoir quel suivi était ou allait être apporté, si vous pouvez déjà nous le dire. Je vous remercie. Merci. Enfin, Monsieur Defossé. Très court aussi. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Commissaire, pour votre présentation et pour votre venue. Moi, je voudrais me concentrer surtout sur les questions de transparence et d'éthique politique, surtout comme on l'a rappelé dans le contexte de Qatargate et de Maroc-Gate aussi. On ne cite jamais, mais le Maroc également est cité. Je pense qu'il faut, ça montre à quel point il faut qu'on nous accélérions tout ce qui est le cadre de transparence dans la vie politique. Très rapidement sur la question des lobbies. Donc effectivement, vous avez rappelé qu'il y a un texte qui est en cours de discussion, et c'est aussi en discussion au sein du gouvernement. Donc il y a un texte porté par les écologistes sur le lobbying. Je voudrais avoir votre avis sur certains points. Comment est-ce que vous jugez la demande que ce registre de lobby soit obligatoire et qu'il soit contraignant avec des sanctions si les lobbyistes
ne rentrent pas dans ce cadre-là, ou s'ils évitent d'y répondre, et également que ce soit un mix qui rassemble à la fois gouvernement et assemblée, et que ce soit un seul registre pour pouvoir mieux contrôler. Je voulais avoir votre retour par rapport à ça. Certainement, quand on sait que les règles actuellement en Belgique sont moins fortes que les règles qui régissent les institutions européennes. Or, on voit le résultat aujourd'hui avec des règles encore un peu plus faibles. La deuxième question que je voulais aborder, c'est la question des cadeaux. Là aussi, il y a un texte qui est en cours, un texte porté par les écologistes qui est en cours, mais ça traîne depuis des mois. Alors c'est vrai que vous l'avez signalé, mais ça n'avance pas, il faut bien le dire. Et donc je crois qu'il va falloir assez rapidement que nous puissions déterminer, il y a quelques points qui posent problème, qu'est-ce qu'un cadeau, à partir quel est le montant, est-ce que par exemple, on vous invite à un voyage au Maroc, au Qatar, ou est-ce que c'est un cadeau, ou est-ce que c'est simplement un dossier qu'on veut approfondir, voilà. Je crois que ce sont des règles qu'il va falloir très clairement approfondir rapidement, parce que je pense que compter sur l'éthique personnelle des parlementaires n'est malheureusement, on le voit, pas toujours suffisant. Donc là, c'était plus un commentaire qu'une question, mais j'aurais peut-être avoir votre avis sur l'évolution que vous voyez aujourd'hui de cette discussion, en fait, comment vous les observez de là où vous êtes. Et alors, ma dernière question concerne la consultation en ligne, dont Madame Van Bossuyt a parlé précédemment. C'est vrai que ça a été très critiqué, effectivement très critiqué. Vous l'avez souligné comme un point positif, Mme Van Bossuyt dit que c'est un point négatif. Moi, je pense qu'en fait, le fond, l'idée est positive, mais la méthode a été, comment dire, un peu plus compliquée, en tout cas n'a pas rencontré les attentes qu'on voulait avoir, qu'on espérait, et donc j'aurais voulu avoir votre avis sur des recommandations que vous auriez à donner pour améliorer ce genre de consultation, des règles de bonnes pratiques pour améliorer ce type de consultation, parce que je pense que c'est effectivement fondamental et essentiel que nous puissions consulter les citoyens le plus possible, même entre les élections. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Defossé. Monsieur Flao. Je suis tout seul, donc ça va aller. Bon, alors les vœux, c'est fait. Remercier le ministre, c'est fait. Le scoop, comme quand le ministre est un libéral, c'est fait. Alors, le fait qu'il a beaucoup de travail, c'est incontestable. Et en ce qui concerne la Pologne et la Hongrie, on en a parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, on attendra les réponses. L'autre élément, une première question, est-ce que finalement, si je comprends bien, le retard que nous apportons à la numérisation nous pénalise un peu pour le classement. Donc, de la même façon que beaucoup d'autres préoccupations pour la police, pour la santé, etc., c'est une question de moyens et de personnel. Et là, ce n'est pas propre à la justice. Et je crois que ça prendra encore un certain temps pour que l'on trouve une solution et réparer peut-être les dégâts faits antérieurement. En ce qui concerne la lutte contre la corruption, je crois qu'il faut aussi bien savoir qu'il y a aussi dans notre Parlement une commission qui se penche effectivement sur la comptabilité des partis, où il y a des experts qui sont là et qui veillent en fait à voir comment on pourrait appliquer avec un certain pragmatisme les recommandations du GRECO. Parfois, ces recommandations, elles sont très théoriques et elles sont très générales. Il faut tenir compte des spécificités. Je ne sais pas à vous, je dois le dire. Dans les 27 pays, on a chacun nos spécificités. Il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres. C'est une des réalités. Et en ce qui concerne notre Parlement, je crois qu'il faut aussi rappeler toute une série de choses qui ont été faites à une époque. C'était l'époque des États généraux de la démocratie, que vous avez bien connu et moi aussi, puisque c'est à ce moment-là qu'on a parlé de la limitation des rémunérations. On veille à qu'elles ne dépassent pas certains plafonds avec des contrôles, qu'on a aussi mis en œuvre la limitation des mandats et les cumuls des mandats, que l'on a imposé les déclarations de mandats et également les déclarations de patrimoine. Quand on parle de ce qui existe chez nous, si on ajoute aussi la limitation des dépenses électorales, les contrôles, etc., quand on parle de ça à d'autres partenaires européens et dans d'autres parties du monde, on nous regarde en disant « Vous faites tout ça, vous, en Belgique ?» On l'a fait, mais on ne le sait pas suffisamment, et parfois on n'en parle pas suffisamment, et je crois que quand les choses se passent bien, il faut pouvoir le dire. On peut toujours
parfaire les choses, mais la perfection n'existe pas dans ce monde, si je crois. Donc voilà. L'autre élément, c'est nous avons, en ce qui concerne la Belgique et plus particulièrement à la Chambre, à l'initiative notamment de Patrick de Waal, on a renforcé la commission de déontologie, qui effectivement travaille à des recommandations qui mériteraient effectivement d'être plus mises en œuvre par le Sénat et les autres assemblées. Elle travaille essentiellement pour la Chambre, cette commission, mais elle est ouverte aux autres assemblées, et ça permettrait peut-être aussi, lorsque vous aurez le débat avec le Parlement, d'associer les représentants de cette commission de la déontologie. Je pense Mme Tulkens, qui est présidente, est effectivement d'un apport certainement intéressant pour enrichir notre débat. L'autre élément sur le lobbying, je crois qu'il y a ici un registre de lobbying qui existe. Chaque visiteur qui vient, il s'inscrit. Et quelqu'un me disait l'autre fois, mais tu sais, si tu as envie de faire du lobbying et si tu as envie de détourner le truc, tu fais pas ça au Parlement, tu fais ça ailleurs. Hein. Donc, c'est la réalité, elle est là aussi. Et alors, je voudrais simplement m'associer à Mme Van Bosseuil pour dire qu'effectivement, ce numéro de communication de la consultation en ligne, oui, l'idée était bonne, mais catastrophique dans le résultat, et on a dépensé beaucoup d'argent pour rien. Mais ça, c'est parce que très souvent, on croit qu'en donnant, en parlant participation, citoyen, on va arriver à tout régler. C'est souvent l'inverse auquel on arrive. Et puis, il y a une dernière question, Monsieur le Commissaire, à laquelle je crois que nous avons à réfléchir aujourd'hui. Plus particulièrement, il y a un état de conflit, voire de guerre, qui existe entre le monde des médias, le monde de la police, le monde de la justice et le monde politique. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui avec le procès des attentats, la justice prononce un arrêt en référé et la police dit « pas question, on ne le respecte pas » et le ministre de la Justice va exerce certains recours. Il y a une déstabilisation. Mettez le politique, le Parlement, la justice, la police et le journaliste. Il y a aujourd'hui une guerre qui est une guerre de communication qui est tout à fait préjudiciable et qui n'est plus perçue ou comprise par les citoyens. Et quand les citoyens ne comprennent plus, ils rejettent. Et quand les citoyens rejettent, on arrive à des situations comme en Hongrie, comme en Pologne, comme en Italie et peut-être demain dans d'autres pays européens plus proches de nous, avec les extrêmes au pouvoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur Flauw. Mevrouw Samin. Ja, dank u, mevrouw de voorzitter. Ja, ik ga iets uitgebreider zijn dan meneer Flauw met betrekking tot de wensen toch over te maken. Beste wensen en een goede gezondheid, want dat is eigenlijk het belangrijkste voor 2023. En u, meneer Reynders, meneer de Europese commissaris, dank in ieder geval voor uw toelichting. Nu staan we toe om een aantal zaken aan te kaarten. Wat de onafhankelijkheid van de media betreft. Nu, Hongarije die wordt vaak op de vingers getikt door de commissie vanwege een gebruik aan mediapluralisme. Nu, in België merken we echter dat systeempartijen ook een enorme invloed hebben op de media. Bijvoorbeeld wanneer alternatieve media nieuwsfeiten brengt, is de kans ook groter dat er procedures tegen hen wordt opgestart. Ik had er graag uw mening over. Vindt u dat journalisten van niet-traditionele media ook bescherming verdienen? Dan een volgende zaak die ik wil aankaarten. De VRT heeft een marktaandeel van 40% voor televisie en 55% voor radio. Nu, conform het Cultuurpact moeten alle ideologische strekkingen evenredig worden vertegenwoordigd in de culturele instellingen. Nu, door een hervorming van het decreet van de Raad van Bestuur van de Openbare Omroepsdienst worden nu 4 democratische vertegenwoordigers vervangen door 4 onafhankelijke experts. Die worden aangesteld door de Vlaamse regering. Nu, op die manier worden stemmen uit de democratische oppositie nu sterk afgezwakt ten voordele van benoemde experts. Nu, vindt u niet dat net door deze decreetswijziging en gezien de sterke mediaconcentratie, de onafhankelijkheid en het pluralisme van de media in het gevaar komen?
Ik wil nog een rapport aanhalen van de Vlaamse regulator voor de media. Ja, uit 2021, uit cijfers, bleek dat Vlaams Belang slechts 1,2% van de politieke spreektijd op de VTM kreeg en 0,9% van de VRT. Nu, ook in entertainmentprogramma's worden stevast politici van Vlaams Belang geweigerd. Ja, moest dit soort cijfers in Polen of Hongarije uitkomen, ja, er zou moord en brand worden geschreeuwd. Ja, hoe evalueert u het weren van oppositiepartijen in traditionele media? Brengt dit de democratische rechtsstaat niet in het gedrang? Dan wat de onafhankelijkheid van de rechtbanken betreft. Nu, het Grondwettelijk Hof wordt gezien als het hoogste rechtscollege in België en bestaat uit 12 rechters, 6 Nederlandstaligen en 6 Franstaligen. Nu, de benoeming gebeurt wettelijk overeenkomstig artikel 32 van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof. Nu, die benoeming gebeurt in de praktijk echter volgens het systeem DONT. Nu, partijen dragen beurtelings kandidaten voor in Vlaams Belang. Momenteel toch de tweede oppositiepartij in België mocht nog nooit een kandidaat voordragen. De benoemingen zijn dus wat ons betreft niet transparant en niet conform de democratische realiteit. Ja, is deze vorm van politieke benoemingen conform de democratische rechtsstaat? En hoe beoordeelt u het uitsluiten van een democratische partij, rekening houdend met het principe van gelijkheid en het verbod op politieke discriminatie? En dan nog een andere zaak die ik wil aankaarten. Naar aanleiding van de Twitter-files werd duidelijk dat de Amerikaanse autoriteiten Twitter beïnvloeden en rechtuit vroeg om bepaalde nieuwsfeiten te censureren. Nu heeft de commissie weet van gelijkaardige verhalen in Europa, waar sociale mediabedrijven of overheidsinstanties bepaalde nieuwsfeiten proberen te censureren. En dan een laatste puntje die ik wil aankaarten. Het staat nog niet in uw rapport en misschien moet ik wel wachten tot volgend jaar, maar ik wil het kort eventjes hebben over de Pegasus spionagesoftware. Nu, een aantal Europese regeringen zouden spionagetechnologie van het Israëlische bedrijf Pegasus hebben ingezet om telefoons van critici, journalisten en oppositiepolitici te hacken. Nu, klopt het dat er geen onderzoeksdelegatie werd gestuurd naar Spanje, terwijl er wel sprake zou zijn van afluisterpraktijken en hacking op Catalaanse politici? Kan u eventueel dit toelichten? Ik dank je alvast voor uw antwoorden. Monsieur Van Quatsenhoven. Merci Madame la Présidente. Comme le ministre Flao, je vais m'efforcer de ne pas répéter des questions qui ont déjà été exprimées. Monsieur le commissaire européen, le rapport 2022 sur l'état de droit pointe les lacunes subsistantes relatives au pantouflage. Vous l'avez d'ailleurs brièvement évoqué dans votre présentation. Leur champ d'application et l'absence de mesures transitoires. Des standards européens existent-ils? Notre modèle fédéral peut compliquer la tâche quant à l'uniformisation des règles. Vous n'avez cependant pas adressé de recommandations formelles à ce sujet, mais selon vous, quelle est la direction à prendre concrètement en la matière? Ensuite, le rapport pointe également que la Belgique ne dispose pas formellement de stratégie globale spécifique de lutte contre la corruption. Contrairement aux autres États membres, celle-ci se trouve en fait intégrée au sein de la stratégie nationale de sécurité. Vous soulignez néanmoins les progrès enregistrés au sein de l'Office central pour la répression de la corruption. Ce modèle organisationnel peut-il perdurer selon vous si les résultats continuent à être probants, ou faut-il, à votre estime, absolument le réformer? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vois Monsieur Boukili. Merci Madame la Présidente. À mon tour, je vous souhaite meilleurs vœux pour l'année 2023, en espérant qu'elle sera meilleure que les années précédentes. En tout cas, soyons optimistes. C'est comme chaque année, c'est un rendez-vous assez intéressant de venir discuter, échanger sur ces rapports, que ce soit sur le respect des droits humains ou que ce soit sur l'état de droit, parce que ça nous donne quand même un reflet de qu'est-ce qu'il y a à améliorer de nos pays pour remplir pleinement
ces valeurs qui sont la démocratie et le respect d'état de droit, qui sont le ciment d'une société qui se veut juste. Et malheureusement, qu'à chaque rapport, on voit que les lacunes sont encore bien présentes et qu'il faut encore amplifier les efforts pour y répondre. Et un premier chiffre dans votre rapport qui m'a interpellé, c'est le fait que vous soulignez que 60% du grand public jugent l'indépendance de notre justice insuffisante. On était à 66% avant, maintenant on a rompu avec cette logique ascendante et là on est dans une logique plutôt descendante. Cette rupture rejoint en tout cas d'autres chiffres qui ont été annoncés ces derniers temps et qui sont assez inquiétants sur la relation entre la justice et les citoyens. Selon un sondage publié en novembre dernier, il y a un Belge sur deux qui ne se sent pas protégés par la police et par la justice. Selon le baromètre de la justice 2022, les Belges ont de moins en moins confiance dans la justice. Là aussi, on est vraiment dans une courbe descendante avec l'un des pires résultats de l'Union européenne. Et selon Jean-Marc Meyer, qui est ancien procureur du roi, l'arriéré judiciaire est une des raisons de cette situation, mais aussi les tensions entre le monde politique et la justice. Je reprends par exemple pendant la période des mesures Covid, quand on interrogeait M. Van den Broek qui disait qu'il n'en avait rien à faire des décisions de justice qui remettaient en question certaines mesures qui étaient jugées un peu disproportionnées. Quand on a un homme politique qui déclare qu'il n'en a rien à faire de la justice, comment peut-on demander aux citoyens de respecter la justice? Je pense qu'il y a un devoir d'exemple à donner. Autre élément, c'est que quand on a notre pays, notre État, qui est condamné à plus de 5000 condamnations pour non-respect de l'état de droit par rapport à la crise de l'asile, et que cet État ne réagit pas, et ne répond pas à cette justice, oui, là aussi, ça participe à la perte de confiance des citoyens envers la justice. Quand on a, par exemple, une transaction pénale qui favorise les criminels en col blanc qui peuvent s'en sortir par des accords financiers, par une transaction pénale, même si on vole des millions de l'argent public, qu'on vole des milliards aux caisses des impôts, on peut s'en sortir avec une transaction pénale et qu'en face, on peut être envoyé en prison pour le vol à l'étalage. Oui, cette justice de classe pousse aussi à une méfiance vis-à-vis de la justice. Et je pense que c'est des éléments, on ne peut pas appeler les citoyens à avoir confiance en la justice si l'État même n'est pas juste. Donc ça paraît un chiffre qui est inquiétant, mais en fait qui s'explique et qui se justifie par l'évolution de notre classe politique ces dernières années. Donc comment expliquez-vous ces différentes tendances, le manque de moyens, le temps très long pour obtenir des décisions judiciaires et l'attitude de certains politiciens sont-ils à mettre en lien avec cette perte de confiance des gens envers la justice? Comme j'ai dit, les 5000 condamnations pour la crise de l'asile et pas de réaction du politique, est-ce qu'il faut s'étonner que les gens n'y croient plus? Et puis, il y a la question des moyens. Vous indiquez que le manque de ressources humaines et financières pour la justice reste un défi. On sait que des moyens sont débloqués et que le personnel va être engagé, mais il faut évaluer ces nouveaux moyens par rapport à l'austérité subie ces dernières décennies. Et là, on voit que les efforts actuels sont vraiment le minimum. C'est vraiment juste pour empêcher que la maison s'effondre. Ce n'est pas pour rendre notre justice plus efficace, plus juste ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour empêcher qu'elle s'effondre. À la fin de la législature précédente, le monde judiciaire se déclarait abattu et à bout de souffle. Même Koen-Geens, qui était ministre à l'époque, qui est connu pour avoir fait des coupes linéaires de 10% dans la justice, il chiffrait à 740 millions les moyens nécessaires pour la refinancer. On a notamment réduit les nominations des magistrats.
Donc j'aimerais vous poser quelques questions face à ces différents constats. C'est comment évaluez-vous les efforts menés par le gouvernement actuel au regard de l'état dans lequel se trouve la justice? Ces efforts vous paraissent-ils suffisants? Un projet de loi a été récemment voté qui va permettre la suppression de lieux d'audience dans l'objectif d'assumer de réduire le nombre de palais de justice dans notre pays. Comment voyez-vous ça au regard de la nécessité de maintenir une justice accessible à tous? Là, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre cette politique qui est envisagée par le gouvernement et cet objectif-là? Et quelle est votre position sur le non-respect, depuis de nombreuses années, et encore aujourd'hui, des cadres de la magistrature, et qui est dénoncé à chaque fois par nos magistrats ici? Donc, concernant la lutte contre la corruption, votre rapport souligne qu'il n'existe pas dans notre pays de cadre stratégique ni de plan d'action global spécifique en matière de lutte contre la corruption. C'est vraiment interpellant qu'il n'y ait pas quelque chose de transversal, de coordination entre les différents services pour lutter contre ce phénomène. Comment l'expliquez-vous? Vous indiquez que malgré une certaine amélioration, l'Office central de la répression de la corruption doit faire face aux affaires de corruption à haut niveau avec des ressources limitées. Ce service fait partie de la police judiciaire fédérale, dont on a pu parler à de nombreuses reprises et de l'état de faillite en commission de justice, parce que c'est le même problème pour la criminalité organisée et ainsi de suite. Et on a récemment reçu le rapport de l'Office de répression de la corruption. On y fait état d'une tendance à la réduction des effectifs, une formation dégraissée au fil des années, bref, un vrai désinvestissement sous les derniers gouvernements. Les différents acteurs de la justice pointent un appauvrissement du système judiciaire en général. Et suite aux politiques d'austérité menées notamment par le gouvernement précédent, la Belgique ne met tout simplement pas assez de moyens pour lutter contre le blanchiment et la corruption et mettre à mal les organisations criminelles. Et c'est vraiment difficile à comprendre alors que les scandales de corruption éclatent les uns après les autres. On peut penser par exemple aux affaires de corruption récentes au Parlement européen et que le coût pour la société est énorme. Et il s'agit d'une vraie menace sur l'état de droit. Et est-ce que vous reconnaissez le bilan négatif des différents gouvernements en la matière et pensez-vous que le gouvernement actuel en fait assez ? Et je terminerai par le point sur les lanceurs d'alerte. Vous faites mention à la transposition de la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte, qui est effectivement intervenue entre-temps. On voit cependant ici qu'il y a un conflit entre la théorie de cette directive et ce qui est fait dans la pratique. On l'a vu avec toute l'affaire des lanceuses d'alerte dans l'autorité de protection de données. C'est un dossier que vous connaissez bien. Pour avoir plus d'une fois pris position à ce niveau. Et finalement, le Parlement a licencié la directrice qui était la lanceuse d'alerte, dont tout le monde était d'accord pour dire qu'elle était sous la protection de la directive. Et en juillet, vous aviez écrit à ce sujet à la présidente du Parlement, indiquant que vous suiviez attentivement la procédure à l'encontre de la directrice, spécialement dans un contexte où la directive n'était pas encore transposée. Et à ma connaissance, vous ne vous êtes plus exprimé depuis lors, et vous n'en parlez pas non plus dans votre rapport. Donc j'aimerais entendre votre position au sujet de ce licenciement. Pensez-vous que Madame de Rep devait bénéficier de la protection de la directive européenne et a-t-elle, selon vous, subi des représailles pour avoir lancé l'alerte? Et quelle initiative pensez-vous lancer à cet égard? Je vous remercie. Nous avons fait le tour. Monsieur Renders. Ja, merci Madame la Présidente. Ik zal starten misschien met de eerste vraag van mevrouw Van Bosuit. Dan met Hengarijn Polling. Eerst en vooral wil ik u ook mijn beste wens sturen, maar ook een gelukkige verjaardag, denk ik, vandaag. Wat is het anders? Nee, voor wat Polen en Hongarije eerst en vooral heb ik gezegd in mijn inleiding
Wij werken met een verslag, maar er zijn veel andere instrumenten. U weet, voor wat Hongarije en Polen, wij gaan verder met artikel 7 procedure. Dat wil zeggen een evaluatie van de staat van zaken, maar ook een hoorzitting in de Raad, Algemene Zaken. Gedurende elke voorzitterschap, dat zal nog het geval zijn, gedurende de nieuwe voorzitterschap van de Raad met Zweden. Dus we zullen ook een debat hebben in de Raad rond de artikel 7-procedure, gestart door de Commissie wat Polen betreft en door het Europees Parlement wat Hongarije betreft. Dan we gaan soms naar het Europese Hof, waar nodig is. En we hebben een aantal succes voor het Europese Hof. Ik zal eerst zeggen voor wat Polen heeft gezegd dat het noodzakelijk misschien om verder te gaan met de uitvoering van een specifieke beslissing, maar we gaan naar het Europese Hof. En dan nu hebben we verschillende financiële instrumenten. Eerst en vooral conditionaliteit. En hoe gezegd, de verordening over de conditionaliteit is duidelijk dat de lidstaat aan de eindbegustigde de fondsen moet betalen. Dat is zeer duidelijk, dus er is geen gebrek voor wat de eindbegustigde. En zo zou volgens de verordening niet getroffen moeten zijn. Het is juist in theorie in de tekst. Nu we zijn in praktijk. Het is een eerste geval met de Hongarije, dus we starten in praktijk. Maar normaal moeten we gaan naar een betaling naar de einde begunstigen. En ik moet dus zeggen, met de conditionaliteit nu, wij werken met Hongarije om te zien welke zijn de mogelijke antwoorden van Hongarije voor wat de conditionaliteitsmechanisme. Er zijn een zeer lange lijsten van maatregelen voorgesteld door Hongarije en we zullen zien hoe mogelijk is om naar een correcte implementatie van zo'n aantal maatregelen te gaan. Maar nu hebben we voor de eerste keer een actie van de Raad op vraag van de Commissie voor de conditionaliteit betreft. Voor de relanceplan is hetzelfde. Dus we hebben ook beslissingen genomen in verband met verschillende hervormingen. Eerst en vooral onafhankelijkheid van justitie in Hongarije, maar ook strijd tegen corruptie. En we hebben gezegd, er is een zeer specifieke vraag zonder zo'n aantal hervormingen. We starten geen betaling voor wat het relanceplan. En dus wij proberen om zo ver te gaan daarover. En om een idee te geven, het was mogelijk om een goedkeuring te geven aan het relanceplan voor Polen in juni. Er is nog geen betaling tot nu toe. Dus wij vragen een aantal hervormingen op basis van de klaar en duidelijk engagement genomen door Polen in het plan. En dus we zijn nu bezig. Er zijn verschillende besprekingen in het Poolse parlement voor wat hervorming betreft. Dus we proberen om alle instrumenten te gebruiken voor een echte positieve evolutie. Dus ik hoop dat zal mogelijk voor wat de twee landen om naar hervormingen te gaan, voor wat corruptie betreft, zeker en vast in Hongarije, voor wat onafhankelijkheid van justitie in de twee landen, maar tot en met een laatste publicatie van de verschillende hervormingen zullen we blijven met dezelfde toestand. We gaan verder met de conditionaliteit en wij gaan naar geen betaling voor wat het relanceplan. Voor wat de boeten 1 miljoen per dag, wij gaan verder. Dus wij vragen de betaling door Polen elke maand. Wij vragen ook een terugbetaling, een opheffing op de verschillende mogelijke terugbetaling door de Commissie naar Polen. Dus er is een echt effect, dus meer dan 400 miljoen nu die gevraagd zijn, maar we alle een opheffing beslissen voor meer dan 300, zoiets. Het is altijd mogelijk om een andere evolutie te hebben, maar het is de verantwoordelijkheid van Polen om naar het Hof te gaan. Dus het is mogelijk voor de Poolse regering om terug naar het Hof te gaan en te zien en te zeggen, nu we zijn in orde en dus we kunnen stoppen met zo'n procedure. Maar tot nu toe hebben we geen nieuwe beslissing gezien van het Europese Hof, dus wij gaan verder. Ik heb ook vragen gekregen van de Poolse regering om te stoppen met zo'n implementatie van de beslissing van het Europese Hof. Maar bon, het is een beslissing van het Hof, dus we moeten altijd verder gaan daarmee. C'était la même question, je pense, qui m'était posée par Madame Brinkman sur la situation dans les deux pays. Mais je voudrais vraiment vous dire que nous allons continuer à travailler sur les deux volets. Ce qui est évident,
Vous savez que j'ai exercé pendant quelques semaines au moins la responsabilité des finances en Belgique. Donc c'est évident que le rapport sur l'état de droit a un impact très fort dans les États membres. Mais la menace d'un non-versement de fonds européens a un impact aussi assez important. Et donc je peux vous dire en tout cas que l'instrument budgétaire est un instrument particulièrement utile qui vient compléter l'arsenal que nous avions déjà, je disais à Mme Van Bossuyt, l'article 7, les procédures d'infraction. Les procédures d'infraction, pour être plus détaillé, ce n'est pas seulement la décision que nous avons obtenue pour la première fois, avec un montant aussi important sur la Pologne, 1 million d'euros par jour. C'est la première fois qu'on a une telle condamnation par la Cour de justice. Mais nous le faisons aussi dans d'autres domaines. Pour prendre un exemple, en Hongrie, il y a eu au mois de juin de l'année dernière cette décision d'une loi dite de protection des enfants, où nous pensons qu'il y a une discrimination liée à l'orientation sexuelle. Et dès lors, nous avons introduit de nouveau une procédure en cours devant la Cour de justice, sur base notamment de l'atteinte portée à la liberté de circulation des livres et des services audiovisuels, pour prendre des exemples concrets. Mais donc, chaque fois, nous avançons. Et sur la Pologne, comme sur la Hongrie, nous avons déjà obtenu, heureusement d'ailleurs, certaines décisions positives de la Cour de justice pour conforter notre position. Donc, le but est d'utiliser tous les instruments. Mais c'est vrai que les instruments budgétaires ont un effet important. Je l'ai constaté dans des négociations que j'ai moi-même menées avec la ministre de la Justice hongroise ou avec le ministre polonais des Affaires européennes, ce qui permet d'aboutir à des engagements clairs de réforme. Mais de nouveau, il faudra que ces réformes soient réellement mises en œuvre pour que l'on avance, notamment dans le paiement du plan de relance ou dans la levée éventuellement de la conditionnalité un jour. Mais pour l'instant, nous attendons que les réformes passent la rampe des parlements en Hongrie comme en Pologne. Wat justitie betreft, dat is een eerste vraag van Van Bossuyt, maar ik heb dezelfde vraag gehoord, of commentaire de M. Flao, je pense, ou même aussi de M. Boukili dans ses commentaires sur le fonctionnement de la justice. Je voudrais commencer en disant, il y a évidemment un lien entre les éléments que nous présentons. Je l'ai dit dans mon introduction. Dus wij vragen bijvoorbeeld meer investeringen in justitie, maar eerst en vooral in digitale middelen voor wat justitie betreft. En zonder dat, het is zeer moeilijk om een evaluatie te maken van efficiëntie. Zonder een echte visie van feiten en gegevens. Het is zeer moeilijk om meer te zeggen. En dus in de Justice Scoreboard, dat hebben we gepubliceerd enkele weken voor het verslag, elk jaar, wij gaan naar een publicatie van de Justice Scoreboard, zonder een echte digitalisering van de justitiestelsel. Het is zeer moeilijk om een evaluatie te maken. Ik heb het in mijn inleiding gezegd, het is een echt probleem, hè, voor wat België betreft. Zonder meer investering in digitale middelen hebben we een zeer grote moeilijkheid om een evaluatie te maken van efficiëntie. Quand j'entends, M. Boukili, vous évoquiez aussi la situation en ce qui concerne l'arrière judiciaire, la durée, la perception, je vais y revenir en la matière, mais c'est évident que c'est très difficile pour nous d'évaluer la situation exacte dans un État membre si nous n'avons pas les données, et notamment numérisées, sur la situation dans chacune des juridictions, des cours et tribunaux. Il y a des progrès, mais c'est la raison pour laquelle nous insistons beaucoup sur la numérisation comme premier élément. D'abord pour améliorer l'efficacité du fonctionnement de la justice, mais aussi, M. Vlao, pour faire en sorte qu'on reçoive des données qui nous permettent d'évaluer plus correctement les progrès réalisés. Sur la justice, je voudrais continuer en disant que je ne peux pas porter un jugement sur chacun des gouvernements depuis l'indépendance de la Belgique, mais je suis désolé pour vous, M. Boukili, je ne vais pas faire un scoreboard de tous les gouvernements successifs, mais ce qui est certain, c'est que ce soit pour le fonctionnement de la justice, où vous l'avez évoqué pour la lutte contre la corruption et le CRC notamment, vous aurez constaté, je l'ai rappelé tout à l'heure, le rapport le précise, nous saluons des efforts réalisés. C'est vrai que vous demandez une évaluation, l'actuel gouvernement, je ne vais pas vous donner des points, mais quand on augmente d'un demi-milliard un budget qui était d'un peu moins de 2 milliards, d'après les chiffres que nous avons reçus en 2020, et donc on est passé à 2,5 milliards, il y a une tendance plutôt à un investissement, mais nous demandons de continuer cet effort. Il est évident que les ressources humaines, les ressources financières et le numérique, comme je l'ai dit, doivent continuer à évoluer. Et j'ai salué simplement le fait que dans le plan de relance de la Belgique, il y avait une volonté de développer le volet justice et en particulier le volet numérique. Mais c'est vrai pour le CRC, nous demandons clairement également qu'il y ait un effort d'investissement qui se fasse en la matière, que l'on continue
à développer. Et quand vous parlez des cadres de la magistrature, c'est la même chose. Si nous demandons d'augmenter les capacités en ressources humaines, c'est bien que l'on estime qu'il faut continuer à compléter les cadres, qui n'empêche pas d'avoir une discussion sur ces cadres. Ça, on peut toujours remettre en cause la situation de manière plus générale. Mais c'est ça l'évaluation que nous faisons. Ce n'est pas un satisfecit donné de façon générale, c'est-à-dire la tendance est effectivement à un investissement, mais il y a lieu de continuer en l'espèce la démarche. En ce qui concerne, pour essayer de rester dans les mêmes thèmes, la transaction pénale élargie qui a été évoquée à plusieurs reprises dans vos interventions, ce que nous faisons, vous l'aurez constaté, c'est répercuter ce qui nous vient des praticiens, et donc en particulier de tous les acteurs du monde répressif qui constatent que le mécanisme est efficace. Et un exemple récent, puisque je vais y revenir aussi, vous avez parlé du Qatargate, le juge d'instruction en charge, je viens encore de le lire, dit que la transaction pénale est effectivement efficace et que dans un certain nombre de cas, ça lui a permis de faire évoluer des dossiers. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas lieu de faire une évaluation ? La Commission européenne ne fait que ça. Donc, si vous souhaitez faire une évaluation de la transaction pénale en Belgique, je vous y encourage. Les audits, pourquoi pas. Il y a moyen de le faire sans consacrer des sommes trop importantes, d'ailleurs, à des consultations en la matière. Je peux donner un conseil peut-être en l'espèce. Ce n'est pas nécessairement utile de recourir à des grands bureaux pour faire ça. Il y a des spécialistes dans le monde judiciaire qui peuvent vous y aider. Mais en tout cas, le mécanisme a permis de décharger une bonne partie des acteurs répressifs de tâches qui auraient pu durer des années. Il faut bien se rendre compte de la longueur, vous l'avez rappelé vous-même, des procédures et de la manière dont on peut aboutir à des dépenses très importantes pour les pouvoirs publics dans le suivi des procédures, alors qu'une condamnation n'est pas certaine en bout de course. La transaction, elle, permet d'avoir une décision plus rapide. Mais j'ai lu aussi avec attention les déclarations d'un certain nombre d'acteurs de la justice, dont le juge d'instruction dont je parlais. Il faut évidemment qu'il y ait une vraie capacité d'action de la part des autorités de poursuite et donc du parquet, de pouvoir vraiment décider. Sur le côté justice de classe, je vous rappelle qu'il existe déjà des systèmes de transaction pour des montants même très très limités. Je ne sais pas si vous êtes arrivé souvent, mais dans le cadre notamment de la circulation routière, il y a régulièrement des propositions de transactions qui sont formulées pour des montants très faibles. Donc ça joue depuis des montants très faibles jusqu'à des montants beaucoup plus élevés, même parfois pour un problème de stationnement, que ce soit d'une voiture, d'une moto, d'un vélo ou d'une trottinette. Et donc ça peut jouer dans tous les cas de figure. Mais je pense que ça vaut la peine d'évaluer effectivement la situation. Nous ne portons pas un jugement, on constate simplement ce que disent les acteurs du monde répressif en la matière. Pour ce qui concerne la mise en œuvre des décisions de justice, puisque vous l'avez évoqué en matière de migration comme dans d'autres domaines, c'est d'abord la première remarque qui nous a été faite par les associations d'avocats, donc les barreaux, lors de la rencontre que j'ai évoquée sur le rapport État de droit avec la société civile. C'est de dire, mais comment peut-on répondre à cette préoccupation de mise en œuvre correcte des décisions de justice. Alors, je vous fais remarquer que pour la première fois, le rapport sur l'état de droit a au moins introduit une nouvelle idée en la matière, c'est l'évaluation de la mise en œuvre des décisions de justice, c'est-à-dire les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Et vous aurez constaté qu'autour d'une vingtaine de décisions, selon les périodes, ne sont pas correctement mises en œuvre en Belgique. Il y a d'autres pays qui sont mentionnés avec des chiffres parfois plus importants, mais c'est déjà un premier pas. Nous serions tout à fait ouverts, je l'ai dit au barreau, de réfléchir à la manière de constater les problèmes de mise en œuvre des décisions de justice à l'échelon national. Mais je vous avoue que c'est un travail qui pourrait se faire d'abord à l'échelon national. Nous l'avons fait maintenant avec la Cour européenne des droits de l'homme. Il appartient peut-être, si je peux me permettre, Madame la Présidente, à votre Parlement de regarder d'abord quel est l'état de la situation d'exécution des décisions de justice dans le pays, parce que c'est un travail assez lourd pour la Commission de le faire dans les 27 États membres de la même manière. Mais nous avons entamé le travail, vous l'aurez constaté, en ce qui concerne des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, et j'ai pu constater que ça surprenait un peu. Il y a un certain nombre d'acteurs qui n'étaient pas conscients du nombre de décisions qui ne sont pas correctement mises en œuvre lorsqu'elles ont été prises par la Cour européenne des droits de l'homme. Voor wat de raadpleging van de bevolking en de burgers in verband met een staatshervorming. Maar het is dezelfde oefening dat we hebben gezien op Europese vlak met een raadpleging voor wat de toekomst van Europa
Ik heb nog herlezen, er is geen satisfecit, het is alleen een vaststelling. Dat bestaat. En dat is een eerste stap. Wij vragen in alle lidstaten om meer raadpleging te organiseren van de bevolking en meer raadpleging van de stakeholders in het algemeen in de voorbereiding van een wet of in de voorbereiding van misschien hier een staatshervorming. Het is een feit. Dus we hebben gezegd, voilà, het is georganiseerd, het is een goede zaak om te proberen. Voor de inhoud is iets anders. Dat is met geen enkele woord in verband met de inhoud. Het is alleen om te zeggen, nu, het is een evaluatie dat u moet nogmaals doen, misschien op de nationale niveau, in dat verband. Zoals zal ook het geval zijn op Europees niveau voor wat een zeer algemene raadpleging van de burgers in verband met de toekomst van Europa. Maar het feit is, wij vragen een betere consultatie van alle stakeholders en van de burgers in veel verschillende mogelijke toestanden. En eerst is het een geval. Resultaat, dat is iets anders, maar u zult misschien een debat hebben ook in dit parlement in dat verband. Dus het is alleen om dat te zeggen. Dus ik heb niks meer gezegd en het verslag heeft niks meer gezegd dan dat voor wat de inhoud van de raadpleging. Voor wat in verband ook met voor een deel justitie, maar wat hate speech, zoals gezegd op Europese vlak in het Engels. Het is een moeilijk dossier, want ik moet unanimiteit hebben in de Raad voor een uitbreiding van zo'n lijst van Europese misdrijven. En dus tot nu toe hebben we 3 lidstaten die tegen van zo'n maatregelen zijn, of misschien meer geen voorstander zijn van zo'n evolutie tot nu toe. Bon, het is misschien een speciale vergelijking met uw eerste vraag, maar in de 3 lidstaten hebben we Polen en Hongarije. Dat is geen verrassing voor mij. Maar vrijheid van meningsuiting is gewaarborgd. De definitie van haatspraak is duidelijk en precies bepaald, maar om concreet te zijn, het is al het geval voor racistische hate speech. Dus bij alle een misdrijf, en het is het geval op Europese vlak, maar ook in alle lidstaten moet het geval zijn. Xenofobie en racisme is een misdrijf. En dus wij gaan naar dezelfde evolutie voor wat veel andere discriminaties, niet alleen op racistische basis, maar ook bijvoorbeeld met een discriminatie op basis van seksuele oriëntatie, homofobische hate speech bijvoorbeeld. En in België, zoals in veel andere landen, hebben we spijtig genoeg de gevolgen gezien van een aantal homofobische haatspraken op sociale media of meer in het algemeen. En dus we zullen gaan naar een definitie. Maar het is nuttig om te zeggen, het is niet alleen één categorie van mogelijke discriminatie, racisme en xenofobie. Er zijn andere mogelijke discriminaties, niet alleen op basis van, heb je gezegd, een racistische aanpak, maar ook een reactie voor wat seksuele oriëntatie of veel andere, gender bijvoorbeeld, is ook een echte probleem voor wat een mogelijke misdrijf. En dus wij gaan in zo'n richting. Maar tot nu toe proberen wij om een akkoord te bereiken met de lidstaten. En dan zal mogelijk voor de commissie om te komen met een voorstel van richtlijn. Het is een tweede fase. En in de richtlijn zullen we een zeer lang debat hebben, wat een meer precieze definitie. En het is juist, we moeten even wat ik vind, tussen een vrijheid van meningsuiting, maar ook een echte bescherming van individuele rechten om geen discriminaties te hebben tegen de burgers. Voor wat de catargé, dus ik heb een aantal vragen gehoord in dat verband. In feite hebben we, voor wat mij betreft in mijn portfolio, heb ik een gemengde mening daarover. Het is een echt moeilijk moment voor de Europese instelling om zo'n situatie te zien. Niet alleen voor het Europees Parlement, maar voor alle Europese instellingen. Het is een feit. En het was zo gezegd door de voorzitter van het Europees Parlement, ook de voorzitter van de Europese Commissie. Het is een feit. Het is een feit. Zo'n aantal problemen te zien in het Europees Parlement. Het is een echt probleem voor de ganse Europese instelling. Maar heb je gezegd, ik heb een gemengde gevoel, want het is ook een goed bewijs van onafhankelijkheid
van justitie. En ik moet dat zeggen in België. Dus nu, wij wachten de evolutie in een justitieproces. Het is ook het geval dat nu, het was mogelijk om zo'n een aantal problemen te zien, dankzij zo'n capaciteit van een justitiestelsel om iets te doen. Dan zullen we zien, hè, wij wachten de evolutie van zo'n un dossier voor wat de volgende maanden betreft. Mais je voudrais dire que dans ce dossier, c'est vrai que nous sommes, puisque la question était posée, conscients des difficultés qu'on peut avoir dans différentes institutions. Je voudrais quand même être très clair, parce que vous aviez évoqué, je crois, la problématique des orientations prévues en 2016 concernant les institutions européennes. On peut vous communiquer, si vous le souhaitez, les règles qui sont d'application au sein de la Commission, qui sont particulièrement strictes en ce qui concerne toute une série de points sur lesquels je vais revenir, que ce soit le registre de transparence, les mesures concernant les cadeaux, puisqu'on les évoquait, ou toute une série d'autres dispositions, y compris sur le pantouflage, je vais en dire un mot également, avec des mesures strictes et des autorisations qui doivent être données sur une procédure lourde pour pouvoir exercer une fonction après avoir quitté des fonctions au sein de la Commission. Chaque institution va avoir à faire son travail. S'il faut renforcer les règles au sein de la Commission, on regardera, mais je veux dire que des problèmes antérieurs ont déjà entraîné des règles très strictes en ce qui concerne la Commission. J'ai vu qu'au sein du Parlement, il y avait maintenant une volonté de tenter aussi d'aller vers un renforcement des différentes dispositions en la matière. Et j'espère que ce sera effectivement le cas, que l'on verra comment, à travers de nouvelles annonces, peut-être renforcer la confiance des citoyens. Mais pour reprendre les remarques de M. Bouguili concernant le fonctionnement de la justice, ici c'est peut-être un élément où on voit que la justice fait son travail et on verra bien jusqu'où ce travail ira. Mais c'est bien l'indépendance qui fait que, de manière autonome, des institutions policières et judiciaires ont pu travailler en pleine indépendance dans cette matière. Alors, dans ce qui concerne les mesures plus générales à prendre, ce que nous avons surtout mis en avant dans le rapport, c'est la nécessité d'avancer vers un renforcement des mesures de prévention. Et donc, dans les mesures de prévention, c'est vrai que la transparence est peut-être le maître mot. Donc, quand vous parlez de registre de transparence, d'une certaine façon, et donc d'indiquer l'ensemble des contacts avec les lobbies de toutes sortes qui sont très présents à Bruxelles. C'est les deux villes au monde, c'est Washington et Bruxelles, où il y a autant de lobbyistes. Je crois qu'il est important d'avoir un registre de transparence qui couvre le plus largement possible, c'est ce que nous avons surtout dit, les différents acteurs au sein des gouvernements, des cabinets, comme des parlements. Faut-il un seul registre? Je ne m'aventurerai pas trop loin en la matière parce que nous pensons qu'il en faut pour tous les gouvernements et tous les parlements du pays. Maintenant, si vous arrivez à mettre d'accord tous les gouvernements et les parlements du pays pour en faire un seul registre, ça, je vous laisse, Madame la Présidente, le soin d'en parler. Je sais qu'il y a des rencontres entre les présidents des assemblées, mais en tout cas qu'il y ait pour chacun des acteurs ce registre et cette obligation de tenir ce registre. Faut-il un caractère obligatoire et des sanctions? Oui, parce que j'ai eu il y a très longtemps un professeur de philosophie du droit qui m'expliquait si un vœu n'est pas assorti de sanctions, ça n'est pas une norme de droit. Donc ça ne sert à rien. Je veux dire, vous pouvez écrire sur les murs, évidemment, que vous souhaitez la transparence, mais si vous n'en faites pas une obligation avec des sanctions à la clé, il est évident que ça n'a pas beaucoup d'impact. Et pour les cadeaux, il y a des règles. Je ne dis pas qu'il faut les transposer. Je pense que pour les commissaires de mémoire, c'est 150 €. Donc ça dépend dans quel hôtel vous êtes invité au Maroc, puisque vous évoquiez le... Je ne sais pas, si vous posiez la question, je ne sais pas si c'est parce que vous étiez invité vous-même au Maroc ou au Qatar, mais je peux vous dire que voilà, les cadeaux de 150 €, ils sont destinés plutôt à des œuvres ou à d'autres acteurs que les commissaires eux-mêmes. Mais voilà, je ne dis pas que c'est la référence, mais il faut en tout cas trouver des règles pour fixer la limite. La transparence est de nouveau un élément moteur en la matière. Je vous signale que, par exemple, du côté de la Commission, tout arrive dans le même service. Donc rien n'arrive directement aux personnes concernées. Ça passe par un service. Donc automatiquement, il y a une transparence déjà qui intervient. Et pour le pantouflage, M. Ringotsoven, je dirais que ce dont on a surtout voulu là aussi mettre en avant, c'est la nécessité de couvrir un plus grand nombre de personnes dans la démarche. Et donc ce sont notamment les membres des gouvernements et des cabinets ministériels que nous avons évoqués.
Mais ce qui revient régulièrement dans les règles, c'est le cas d'ailleurs aussi au sein de la Commission, c'est un délai de viduité. Est-ce qu'il y a une période après l'exercice d'une fonction pendant laquelle vous ne pouvez pas travailler, notamment pour des acteurs publics ou privés, mais qui ont travaillé dans votre secteur, avec lesquels vous avez été en contact? Est-ce qu'il y a des autorisations qui doivent être accordées? La Commission, par exemple, prend régulièrement des décisions d'autorisation sur base d'une procédure avec une vérification faite par une autorité indépendante pour autoriser l'acceptation par un ancien commissaire d'un certain nombre d'activités. Donc c'est ça le mécanisme. Mais de nouveau, de la transparence, une couverture large des différents acteurs et des règles qui fixent des délais pendant lesquels on ne peut pas exercer une fonction autre que celle qui est autorisée par un règlement. Et c'est essentiellement les conflits d'intérêts que l'on veut, bien entendu, éviter en la matière. Et donc c'est important en tout cas de bien être conscient dans tout ce concept-là sur la lutte contre la corruption. C'est un peu la démarche que l'on veut mettre en avant. Consultation, j'y ai répondu. Pour ce qui concerne les médias. Dus eerst en vooral, wij proberen om geen evaluatie te maken van de aanwezigheid van een of andere politieke partij of een of andere organisatie op televisie, in de pers of zoiets. Eerst en vooral, wij proberen om te zien welke de kader is voor een echte bescherming. Eerst en vooral moet ik zeggen van de journalist zelf. En we hebben gezien, er is een trend in Europa nu met meer en meer druk op de journalist van verschillende bronnen. En dat is een eerste belangrijke reactie. En dan een mogelijk pluralisme. Het is juist een te grote concentratie van aandeelhouders voor wat de kranten betreft is een echt probleem. Dus hebben we gevraagd om meer transparantie te hebben in veel verschillende lidstaten voor wat de verschillende eigenaars van de verschillende kranten, voor verschillende radio, verschillende televisies. En dat is het geval. Misschien niet zoveel voor een publieke televisie, maar zeker voor een privé televisie. Voor de publieke televisie of radio, we proberen ook om te zien welke zijn de mogelijke regels voor een correcte behandeling van alle actoren. En dus eerst en vooral is een debat op nationale vlak. Maar wij gaan verder en zullen zien, verslag na verslag. We zullen meer en meer in detail gaan voor wat de situatie wat de media betreft. Het is niet gemakkelijk. Het is niet een echte bevoegdheid van de commissie, van de Europese Unie. Maar we hebben toch gezegd dat er zijn toch een aantal mogelijke evoluties voor wat de media betreft. En dus wij proberen om iets te zeggen daarover. Dus ik wil zeggen, wat censuur betreft, wij proberen meer om tegen haatspraak te strijden. En we hebben Code of Conduct met verschillende platforms bijvoorbeeld om dat te doen, voor sociale media. En het is zeer efficiënt tot nu toe. Maar ik zie geen echte censuur in dat verband. Maar bon, we zullen verder gaan in zo'n evolutie. Wat uw specifieke vraag van met Pegasus, ik heb nu een informatie gevraagd aan alle lidstaten voor wat met mijn diensten voor wat de mogelijke gebruik van zo'n instrument of een ander instrument, een speciaal instrument voor wat investigatie betreft. Voor wat een bezoek naar Spanje, het is een onderzoekcommissie van het Europees Parlement, dus ik zal niks zeggen voor wat de beslissing van het Europees Parlement in dat verband. Het is de taak van het Europees Parlement. Maar we zullen verder gaan. Hè. We gaan verder met een evaluatie van de situatie in dat verband. Dus het is ook onze taak. Voor wat heb ik gezegd, de justitiestelsel is gedaan, denk ik. Ik zoek naar andere vragen. Ik denk dat is bijna rond. Ja. Heb ik iets vergeten? Nee, denk ik. Tot nu toe. Ah oui, pardon. Oui, vous me semblez. Voilà, je me sens bien. J'avais terminé moi-même mon intervention tout à l'heure. C'est pour ça que j'enchaîne. Vous aviez tellement d'éléments. Non, sur la justice, je pense que j'ai eu l'occasion de réagir. Je vous confirme que donc, dans les contacts avec la société civile que nous avons démarré sur cet exercice-ci, la mise en œuvre des décisions de justice est un élément important. Et je pense qu'il y a un vrai rôle à l'échelon national en la matière, mais que nous sommes prêts à relayer. Nous le faisons avec la Cour européenne des droits de l'homme. Le reste, ce sont
problématique de moyens pour lesquels nous demandons effectivement de renforcer les moyens. Pour ce qui concerne la protection des données, la présidente le sait, j'ai eu l'occasion d'échanger plusieurs fois avec elle sur le sujet, nous sommes très attentifs à plusieurs éléments. D'abord, un aspect particulier sur les lanceurs d'alerte, c'était évidemment la mise en œuvre d'une transposition de la directive. Ça, c'est un point que nous soulevons avec plusieurs États membres et on a été heureux de voir l'évolution en la matière, de voir comment on peut avancer. Le deuxième élément, c'est évidemment les législations sur la protection des données et l'indépendance des autorités de protection des données. Je peux vous confirmer qu'il y a eu de nombreux contacts avec les autorités belges pour faire en sorte qu'on puisse arriver à une composition d'autorités de protection des données qui respectent ces règles d'indépendance, puisque nous avions clairement annoncé l'intention d'introduire des procédures devant la Cour de justice à défaut sur le sujet. Et dans les cas que vous évoquez, je ne vais évidemment pas entrer dans le détail des cas, mais la préoccupation majeure qui est la nôtre, c'est la possibilité d'exercer des recours contre des décisions prises, en ce compris d'ailleurs par un Parlement. Donc si à un moment donné, des décisions sont prises, en ce compris de licenciement, il y a une possibilité de recours qui soit donné aux personnes concernées. Et c'est dans ce cadre-là, parce que vous me demandez d'appliquer clairement une législation sur les lanceurs d'alerte à un cas particulier, mais vous savez que ce sera plutôt, et comme commissaire à la justice peut vous confirmer, à une autorité judiciaire de le décider. Ce n'est pas au commissaire à la justice à vous dire si on est dans un cas ou pas d'application de la législation. Mais notre préoccupation majeure, et s'il n'y a pas eu d'expression publique aussi forte peut-être ces dernières semaines que ce qu'on a pu faire avant, on continue à suivre cette situation et notre demande est clairement qu'il y ait une possibilité de recours qui soit octroyée aux personnes concernées, et pas seulement pour l'avenir, aussi pour les décisions qui ont déjà été prises. J'avais évoqué brièvement en conclusion du dernier chapitre la situation de la protection des données. C'est un dossier qui va continuer d'évoluer parce que nous sommes attentifs à cette situation dans pas mal d'États membres et c'est le cas évidemment aussi en Belgique. La dernière remarque que je voulais faire, M. Flao y a fait allusion, mais d'autres en ont parlé aussi, c'est les conflits qui peuvent exister entre les différentes autorités. Vous pouvez signaler la situation entre les médias, la police, la justice, la politique. La seule chose que je tente aussi de faire régulièrement, c'est la distinction entre l'exercice d'un droit, qui est évidemment légitime pour tout acteur, et puis les déclarations notamment, ou les pressions pour lesquelles nous demandons peut-être un frein beaucoup plus important. Je m'exprime plus concrètement. Si, que ce soit un ministre de la Justice, une entreprise ou une autorité publique décide d'exercer son droit à l'appel, ce n'est pas le commissaire à la justice qui va s'opposer à ce qu'un appel soit exercé. On peut en penser ce qu'on veut dans le cadre d'un dossier précis, mais le droit à contester une décision de justice existe jusqu'à une décision finale en fonction des procédures qui sont ouvertes. Donc, nous n'avons jamais été critiques sur le fait d'exercer les droits qui sont offerts en matière, par exemple, de recours. Par contre, des déclarations de la part d'autorités publiques qui mettent en cause des juges, qui mettent en cause des décisions de justice, ça c'est quelque chose pour lesquels nous intervenons régulièrement dans pas mal d'États membres. On a cité des exemples, en ce compris en Belgique. C'est vrai que ce sont des déclarations que nous allons toujours qualifier de regrettables, parce que ça ne renforce évidemment pas la perception que les citoyens peuvent avoir de la justice. Je pense que tout à l'heure, vous aviez évoqué les pourcentages. Je pense qu'on est d'accord sur l'évolution. On vient de 66 à 60%, mais d'opinion satisfaisante. Parce que je pense qu'il y avait un lapsus de votre part, mais je préfère être clair. On est toujours avec une perception plutôt positive de façon générale, mais c'est vrai que l'évolution est là. Et le rôle des autorités publiques, notamment dans la manière de commenter les décisions de justice, a un impact, c'est évident. Ce n'est pas le seul. Et si nous donnons cette information, je termine par là, Madame la Présidente, c'est parce que la perception a beaucoup d'importance. Il y a l'efficacité, l'indépendance, la qualité des systèmes de justice, mais la perception que la population peut en avoir est évidemment un élément très important. Et nous donnons en général l'indicateur à la fois perception par les citoyens et par les entreprises. Ce sont deux domaines souvent différents d'action en justice. Voilà, ik heb denk ik een antwoord gegeven op alle vragen. Zo heb ik niks anders gehoord. Et je suis évidemment à disposition, Madame la Présidente, pour encore revenir, parce que nous allons continuer à publier ce rapport annuellement, qui est un cycle maintenant sur l'état de droit.
Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Mevrouw Van Bossuyt. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel, meneer de commissaris, voor uw uitgebreide antwoord. Misschien een paar korte bedenkingen op de antwoorden die u gegeven heeft. Eerst en vooral wat Hongarije en Polen betreft. Ik denk dat dat altijd is als er sancties zijn, nu geldelijke sancties of andere zijn, de uitdaging om te vermijden dat de bevolking het slachtoffer wordt van het beleid. Maar dan is het aan de bevolking, denk ik, om bij verkiezingen aan te tonen dat ze het niet eens zijn met het beleid dat gevoerd is. Maar dat is dus inderdaad een uitdaging. Dan, wat de burgerbevraging betreft, blijf ik het toch vreemd vinden dat voor de Europese Commissie u zegt van wij moedigen burgerbevragingen aan. Bon, dat kan zo zijn, maar een burgerbevraging houden die veel geld kost, maar die dan niets oplevert. Ik zie daar eerlijk gezegd geen voordelen aan. Dus ik denk dat dan beter geen burgerbevraging is en dat geld besteden aan zaken die wel de bevolking kunnen helpen. U maakt een verwijzing naar de conferentie over de toekomst van Europa. En ik weet dat ik niet de enige ben hier in deze zaal die die mening heeft. Volgens mij was dat ook een heel duur iets dat Europa absoluut niet dichter bij de burger heeft gebracht. Integendeel, het begon al allemaal slecht. Bij wie mag die conferentie voorzitten? Dat was ook een gevecht tussen parlement, raad enzovoort. Uiteindelijk een Hans compromis uit de doeken gedaan. Die burgerpanels ook weer veel geld gekost. Ik vraag me af of dat er één burger is die denkt van dat heeft nu Europa dichter bij mij gebracht. Ik denk, ik hou van Europa. Ik zie zeker de meerwaarde van de Europese Unie. En u weet dat ik zelf Europees parlementslid ben geweest, zou anders zeer masochistisch zijn. Maar de meerwaarde van Europa ligt juist waar dat Europa kan tonen dat het die meerwaarde heeft. En ik denk dat het zo belangrijk is om daar vooral de energie in te steken en niet in het organiseren van conferenties en burgerpanels enzovoort. Trouwens, dat is ook een van de redenen waarom ik het heel erg vond met Qatargate, dat nu net in het Europees Parlement naar boven is gekomen. Want jammer genoeg ben ik ervan overtuigd, jammer genoeg dat dat ook elders gebeurt, maar het moet alweer natuurlijk in het Europees Parlement zijn dat het naar boven komt. Dus. Maar bon, dan volledig met u eens dat het wat justitie betreft dat het moeilijk is om een evaluatie te maken zonder de feiten te kennen. Mijn papa was zelf ondervoorzitter van het Phoenix-project in 2009 over de informatisering van justitie. Dus dat is 14 jaar geleden en we staan nog geen stap verder in België sindsdien. Dus heel jammer, denk ik. We zijn daar echt blijven steken. Ik zou zelfs zeggen bijna in de 19e eeuw in België op dat vlak. Maar vandaar dan ook de opmerking die ik gemaakt had over de extra middelen voor justitie. Oké. Daar heeft België dan een streepje voor, maar het gaat om die effectieve besteding. Waaraan wordt die besteed? Dus ik denk extra middelen op zich is daarom niet zo fantastisch. En dan in verband met de haatspraak. U zei dat er 3 lidstaten waren die er niet mee akkoord waren. Polen, Hongarije, maar u heeft het derde land, Tsjechië. Ja, oké. En u zegt van er is unanimiteit nodig. Ik denk gelukkig maar dat er unanimiteit nodig is, want dan ga je hier toch over een beperking op een heel belangrijke vrijheid die wij gelukkig in Europa wel nog kennen, vrijheid van meningsuiting. Ik denk wat er vandaag in Iran gebeurt is verschrikkelijk, maar daaraan zie je dat wat er kan gebeuren als er geen vrijheid van meningsuiting kan zijn. Maar ik vind dan uw redenering of uw verwijzing naar discriminatie heel vreemd. Want u verwees dan telkens naar discriminatie van mensen op basis van hun geaardheid of hun afkomst of andere zaken. Maar dat heeft toch niets met haatspraak te maken? Want discriminatie is een handeling die je stelt, terwijl haatspraak gaat over mening die je uit. Daarom heb je nog geen handeling gesteld. Dus ik denk niet volledig akkoord dat we discriminatie moeten aanpakken en dat discriminatie niet kan. Ja, maar ik denk dat je daar op een zeer gevaarlijke piste begeeft richting vrijheid van meningsuiting en het beperken daarvan. Ik denk dat we alles aan moeten doen om die vrijheid van meningsuiting, waar onze voorvaders zo hard voor gevochten hebben, om die te kunnen behouden. Ik zeg het, overal in de wereld zien we de nadelige gevolgen van wat het kan tot gevolgen hebben om die vrijheid van meningsuiting te beperken. Maar wij blijven het alleszins ook van heel nabij verder opvolgen. Maar nog eens bedankt voor uw komst. En ook bedankt voor de verjaardagswensen trouwens. Bedankt, mevrouw Van Bossuyt. Madame Reckmans, qui commence comme vous voulez.
Vous partagez le temps de parole comme tout à l'heure. Allez-y. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire, pour vos réponses détaillées. Juste deux petites réactions. Pour la question de l'équilibre entre les pouvoirs, je comprends évidemment bien que vous ne soyez pas immédiatement en mesure de faire un panorama complet de l'application de toutes les décisions de justice en Belgique, et ce n'est pas du tout ça que je vous demandais. Ma question portait plus spécifiquement sur la plainte qui a été faite récemment à propos de la non-exécution de plusieurs milliers de décisions de justice en matière d'asile. Mais ça, c'est la précision pour ça. Et alors, concernant la transaction pénale, je ne parle évidemment pas des transactions qui ont cours pour les petites infractions de roulage qui, de toute façon, seraient passibles sans doute que d'une amende. Je parlais de la transaction pénale élargie, c'est-à-dire qui peut avoir lieu après le stade de l'information et qui peut quand même entraîner des inégalités quand certains vont être envoyés en prison s'ils n'ont pas les moyens d'acheter leur casier judiciaire vierge. Donc, je voulais juste faire ces deux précisions par rapport à vos réponses. Merci. Monsieur Defossé. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Commissaire pour vos réponses. Je vais revenir très courtement sur chacun des 3 points que j'avais évoqués. D'abord, la question de la consultation. Moi, ma question, enfin, vous avez évoqué, vous, ce que vous avez pu voir. Je pense que la question de la consultation, surtout, c'est quand on met en œuvre la consultation démocratique, il faut qu'il y ait à la fois de l'expérience pour que ça se passe bien. Ça s'acquiert au fur et à mesure. Donc, on l'a fait une fois, j'espère qu'on en fera d'autres et qu'elles permettront de s'améliorer au fur et à mesure. Et puis, il faut de la bonne volonté politique. Si on considère que la consultation populaire, la consultation démocratique des citoyens, c'est se limite à de la communication ou à un gadget, bah, évidemment, ça ne peut que mal se passer et ça peut que avoir comme résultat des citoyens qui sont encore plus déconnectés du monde politique. Donc ça, effectivement, on partage ça. Je crois que c'est intéressant de croiser, parce que comme il y a effectivement les initiatives citoyennes européennes, les initiatives européennes, pardon, ce serait intéressant de pouvoir croiser les évaluations qui sont faites au niveau européen avec les évaluations qui sont faites dans différents pays, dont la Belgique, sur leur propre initiative. Deuxième chose, sur la question du registre des lobbies. Alors, notre groupe est très ambitieux en la matière, c'est pas nouveau, sur la question de la transparence, mais nous ne sommes pas ambitieux au point d'espérer, enfin on aimerait bien, mais espérer un registre de lobby qui rassemblerait tous les gouvernements et tous les parlements, mais si au moins dans chaque niveau de pouvoir on pouvait unifier Parlement et gouvernement, je pense que ce serait une avancée très importante. Et je note aussi votre accord avec le fait qu'il faudrait que ce soit et obligatoire et qu'il y ait des sanctions, et je pense que nous partageons complètement cet avis, et je crois que pour pas mal de membres même de notre majorité, votre avis compte, l'avis de la Commission, l'avis du commissaire européen compte, et j'espère que ça pourra être entendu. Et enfin, une dernière chose, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, une dernière chose concernant la question des cadeaux. Effectivement, notre proposition s'approche un peu des 150 € que vous avez évoqués, et que par ailleurs, quand il s'agissait des voyages, je n'ai pas été invité, moi, mais je sais que certains ont été invités, et je crois que c'est ça, on est typiquement la question d'éthique personnelle. Quand un pays vous invite, peu importe que le voyage soit payé ou non, je crois qu'il faut une petite lumière de s'allumer dans le cerveau en disant ça, c'est pas normal. Et donc, j'espère que chacun pourra le faire, mais j'espère qu'on pourra aussi renforcer les règles pour éviter même que les questions se posent, en fait. Voilà, je crois que l'éthique personnelle peut avoir ses limites. Mais je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré. Merci, Monsieur le Commissaire. Merci beaucoup. Monsieur Flao. Je suis tout seul, je ne partage pas. Merci pour être présent et pour avoir donné les informations et les réponses. Et à très bientôt. Koer bref. Mevrouw Samin. Ja, ik sluit me daar volledig bij aan. Ik kijk uit naar een volgende gelegenheid om u te bevragen. En bedankt voor uw uitgebreide antwoorden in ieder geval. Pas de réplique, Monsieur Van Quatsenhoven. Monsieur Boukili. Merci, Madame la Présidente. Merci pour vos réponses, hein, Monsieur le Commissaire. C'est très intéressant et surtout que ça rejoint et que ça, ça éclaircit pas mal de points sur lesquels on doit avancer. Je vais revenir sur 2 éléments dans vos réponses. C'est la transaction pénale et la numérisation. Parce que c'est important. Concernant la transaction pénale, mais ça, je crois que vous le savez, on n'a pas la même lecture dans ce dossier-là et on n'a pas la même perception. Parce que moi, je pense que la transaction pénale, elle est efficace
dans un cadre où elle masque l'arriéré judiciaire et le fait qu'on n'arrive pas à mettre des agents et à traiter les affaires et à avoir le personnel nécessaire pour le faire, et donc on se contente d'une transaction pénale que si elle n'existait pas, il y a des affaires qui ne seraient pas traitées à cause de l'arriéré judiciaire, mais c'est considéré comme un moindre mal. Mais en fait, quand on creuse un peu plus loin, c'est même une perte, parce que quand on voit l'affaire UBS qui a été jugée en France, et UBS pour de la fraude fiscale, hein, UBS a dû payer 3 milliards d'euros en France, et que chez nous, par transaction pénale, ils ont payé 50 millions d'euros. Donc on voit qu'on est perdant dans l'affaire. Et c'est aussi, ça renforce en fait cette idée d'avoir une justice à deux vitesses dans la société, parce que le vol à l'étalage, il ne se règle pas par une transaction pénale. Il y en a qui sont en arrestation préventive ou qui vont en prison pour le vol à l'étalage. Donc ça nourrit ce sentiment d'injustice et de justice à deux vitesses. Et donc dans la perception que vous jugez à juste titre importante, ce genre d'outils participe à cette distanciation entre la population et sa justice et son monde politique. Ça, c'est concernant la transaction pénale. Concernant la numérisation, je vous rejoins tout à fait sur la nécessité de le faire, et que ça nous donne les moyens d'avoir les données nécessaires pour pouvoir évaluer, et même si, par exemple, dans le cadre le cadre des magistrats, là, c'est la loi. En fait, il n'y a même pas besoin de numérisation, et vous avez répondu dans ce sens qu'il faut le faire. Il faut aussi voir d'où on vient au niveau de la numérisation. Par exemple, il y a des bureaux où il n'y a même pas le logiciel Word pour lire les documents. C'est quand même incroyable. Donc, peut-être mettre là-dessus, au lieu, par exemple, est-ce qu'il faut mettre la priorité là-dessus, ou bien sûr, le fait de faire des procès avec des vidéoconférences et supprimer des lieux de justice, ça, c'est aussi quelle numérisation on met en place. Est-ce que c'est une numérisation qui répond aux besoins du terrain et ce que demande? C'est pour ça qu'elle doit être concertée avec les acteurs de terrain pour qu'on ne dévie pas en fait, des objectifs principaux de cette numérisation. Et un dernier élément dans la numérisation, c'est l'aspect de la fracture numérique. C'est très important de garantir en fait, un accès, que ce soit à la justice ou au service public en général. Et on voit qu'au niveau bruxellois, aujourd'hui dans le gouvernement, il y a cette initiative de numérisation par défaut. Il faut être très attentif à ça, parce que ça peut exclure une bonne partie de la population en tout cas de ces services qui sont nécessaires à la population. Et je termine par la question des lanceurs d'alerte, et j'ai entendu tout à fait votre réponse, et je vous rejoins tout à fait sur la nécessité du recours. Ça paraît logique, mais en fait, ce n'est pas évident, parce que dans la loi APD en Belgique, dans l'article 45, le recours n'est pas permis. Donc, je suis très content que vous le mentionnez, et qu'on puisse s'appuyer sur cette voie-là pour permettre aux lanceurs d'alerte de faire connaître leurs droits s'ils sont abusés par une décision ou une autre. Je vous remercie. Voilà, Monsieur le Commissaire, je pense que nous avons fait le tour des différents dossiers et points que vous avez pu évoquer, extrêmement importants et fondamentaux, évidemment, liés à la question de l'état de droit et aux différentes interprétations potentielles, évidemment, de cette notion. Cela fait partie aussi de la volonté de notre Parlement d'y être extrêmement attentif et de pouvoir poursuivre ce débat avec vous. Et donc, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons encore, si nous en avons l'opportunité. Voilà, je clôture ici les travaux, non sans vous remercier bien sûr celles et ceux qui nous ont rejoints dans cette commission, et remercier les services qui nous soutiennent à chaque opportunité. Merci beaucoup, belle soirée à chacune et chacun.